Oui, bonjour, Henri Dubost. Bonjour mon général. Aux invités sur le plateau et aux auditeurs. Mon général, le 22 septembre dernier, dans une lettre ouverte signée par 8 généraux, dont vous-même, vous avez émis 3 vœux auprès du président de la République au sujet des célébrations du centenaire de l'armistice. 3 requêtes dont le contenu, écrivez-vous, est susceptible de contribuer à redonner à nos concitoyens l'envie de croire en l'avenir. Alors nous vous écoutons. Et oui, là c'est un événement quand même très particulier, ce centenaire, qui rappelle beaucoup de choses. Dans cette lettre, effectivement, nous proposions au président de la République un certain nombre de choses et nous pensions que nous pouvions profiter de cette circonstance exceptionnelle pour essayer de favoriser ou relancer l'amorce d'un retour à une unité de la nation qui, il faut bien le reconnaître, est un petit peu perdue aujourd'hui, car chacun le voit, le constate, elle est fracturée, malmenée. Et puis, on peut dire également que ces propositions étaient susceptibles de restituer aussi aux Français, à l'occasion de ce centenaire, eh bien, la fierté d'appartenir à un grand peuple, un sentiment qui aujourd'hui semble avoir un peu disparu, et pourtant il est quand même nécessaire si on veut construire l'avenir. Voilà. Alors, je reviendrai très rapidement sur ces 3 propositions pour Allez-y, oui, nous écoutons, oui, tout à fait. Savoir de quoi il retourne. Oui. Nous souhaitions, bien sûr, au-delà de ces commémorations qui sont importantes, nous proposions un certain nombre de choses, notamment pour nous qui avons signé cette lettre. Il y avait déjà au départ le sens à donner à cette célébration du centenaire qui nous semblait être très, très importante. C'est quand même la victoire sur un agresseur. Et donc, nous considérions que à cette occasion du centenaire, ces cérémonies, la célébration de la victoire et la mise à l'honneur de nos armées, c'est quelque chose qui nous semblait une évidence. En fait, eh bien, il faut croire que ce n'était pas le cas. Parce que c'était quand même l'occasion pour la nation, comme je l'ai dit tout de suite précédemment, l'occasion d'être rassemblés, ce n'est pas tous les jours, pour exalter les valeurs patriotiques qui sont finalement... Absolument, c'est un centenaire, effectivement, de la plus grande des batailles. De l'unité. De la plus grande des guerres, pardon. Et puis, on peut poser la question, est-ce qu'une vraie démocratie peut exister sans patriotisme? Non, je ne pense pas. Alors, la deuxième proposition, deuxième réflexion, portait sur l'importance de ce témoignage à nos poilus à l'occasion de ce centenaire. Et nous souhaitions une reconnaissance forte de la nation, et donc nous avons proposé au président de la République la marque forte à cette occasion aurait pu être l'attribution à titre posthume de la Légion d'honneur à tous ces combattants qui ont maintenant tous disparu. Et la troisième proposition, en fait, elle exprimait l'idée de faire participer les familles, et en particulier la jeune génération, parce que c'est important, à ces célébrations, en demandant aux familles eh bien, de participer aux cérémonies en portant un portrait de leur défunt aîné qui est aujourd'hui honoré par la France. Cette démarche, si vous voulez, a un certain nombre de mérites, et notamment de favoriser le renforcement de la cohésion nationale, qui aujourd'hui, chacun le sait, est fracturée. Alors, nous sommes le 9 novembre, comme chacun le sait, nous sommes à l'avant-veille de la célébration de ce centenaire, et face à cette requête qui a été formulée par une dizaine de serviteurs de l'État et de la nation, il ne faut pas l'oublier, eh bien, nous attendons toujours la réponse du président de la République. Parler de son silence assourdissant. Voilà. Et donc, cette absence ne peut être comprise que comme un manque de considération, voire de mépris, on ne sait pas, mais bon, toujours est-il au moins un manque de considération à l'égard de ceux qui portent l'uniforme. Alors, cela dit, le président et l'Élysée et tous les services de l'État sont mobilisés depuis maintenant de nombreuses semaines sur cette affaire.
l'Élysée a tout de même fait savoir par voie de presse au mois d'octobre, le 18 octobre, qu'il n'y aurait pas de défilé ou de parade militaire. Ouais. Donc c'est une décision, on l'a appris, qui avait été prise en accord avec l'Allemagne, et l'Élysée, et donc on peut penser que c'est bien sûr le président qui parle, je cite, le sens de cette commémoration n'est pas de célébrer la victoire de 1918, mais plutôt de rendre hommage aux combattants qui étaient pour l'essentiel des civils que l'on avait armés. Donc la guerre de 14, si je comprends bien, ce n'est pas une guerre, c'est une guérilla. C'est la définition d'une guérilla. Ce sont des civils qui sont armés. Puisque si on suit, si l'essentiel des civils que l'on avait armés, si on retient cela, ça veut donc dire que les chefs militaires ont conduit à la boucherie des civils. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Par ailleurs, ce que je voudrais ajouter, c'est que le président, en plus, réfutait l'idée d'un hommage rendu aux invalides aux 8 maréchaux de France qui ont été même les artisans de la victoire. Cet hommage, il faut quand même le signaler, il était pourtant inscrit, il était bien inscrit dans le programme. Et pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui émettraient des doutes sur la remise en question de ce programme, je les renvoie au 18 septembre où 2 ministres du gouvernement, qui étaient en déplacement, je crois, à Limoges, avaient annoncé cet hommage aux 8 maréchaux aux invalides. Donc voilà. Alors, on ne peut bien sûr que regretter une telle décision. Alors, il y a eu une série de volte-face, là, il y a eu donc cette première proposition qui a été actée. Ensuite, le président Macron a dit « Ah oui, mais attendez, si on... » Enfin, il ne l'a pas dit publiquement, mais c'était sous-entendu, j'imagine. Si on rend hommage aux 8 maréchaux, ça veut dire qu'on va rendre hommage au maréchal Pétain. Oui. Donc c'est hors de question. Enfin, on est vraiment dans une espèce de jeu médiatique qui n'est pas très sérieux, finalement. Et puis, c'est complètement aberrant. On est tombé là dans une polémique qui n'a pas lieu d'être évoquée. C'était la célébration de la victoire. De la victoire, c'était... Voilà. Pas d'anachronisme, pas d'anachronisme. Oui, bien sûr. Et tous ces éléments, toutes ces polémiques inutiles nous poussent finalement vers une réaction de colère, finalement. Parce que, en réalité, cette décision sacrifie le sens même de la célébration de ce centenaire, à savoir la victoire sur un agresseur. On ne va pas citer l'Allemagne, mais c'était un agresseur. Donc la célébration de la victoire paraissait tout à fait naturelle. Et par ailleurs, on pouvait, sans consulter l'Allemagne, parce que comment se fait-il que nous ayons consulté l'Allemagne pour ces cérémonies? Ça veut dire que le vainqueur se soumet au vaincu. C'est complètement aberrant. Voilà, si vous voulez, en plus, lorsque le président nous dit affirmer que nos soldats étaient pour l'essentiel des civils que l'on avait armés, c'est d'une part... C'est très imbécile. Oui, c'est d'une part révélateur d'une méconnaissance prodigieuse de notre histoire, et cela constitue également, comme je le disais précédemment, une insulte pour l'armée française. Alors, de plus, si vous voulez, en énonçant une telle ineptie, moi, c'est mon point de vue, l'Élysée adopte un discours victimaire qui démontre son incapacité à comprendre les ressorts qui animent un peuple menacé qui se défend pour sa survie. Et je dirais, en une petite parenthèse, on peut faire le rapprochement avec la situation d'aujourd'hui. Et nos soldats, il faut bien le dire, certes, ont été victimes des hommes politiques européens de l'époque, mais nos soldats ont été avant tout des héros. Et c'est précisément la raison pour laquelle la célébration de leur victoire est légitime. Mais, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, elle est délibérément sacrifiée de façon incompréhensible pour ne pas froisser l'Allemagne par un président qui ignore tout de l'histoire militaire de son pays et peut-être même de son histoire tout court. Et tout cela sacrifie sur l'autel de la bien-pensance, guidé, comme vous le savez, par la repentance et par une vision du président toute personnelle de l'Europe,
qu'il croit pouvoir imposer seul aujourd'hui en remplaçant la souveraineté nationale et populaire par ce qu'on pourrait qualifier d'énigmatique et contestable souveraineté européenne. Avec le projet de création d'une armée européenne, voilà. Alors, qui, je crois, fait beaucoup sourire outre-Rhin. Oui, tout à fait, bien sûr, parce que, à mon avis, c'est quelque chose d'utopique. Absolument, oui. On peut également se poser la question, est-ce qu'il se rend compte que son itinérance mémorielle... Oui, là vous mettez des guillemets, c'est une expression tout à fait qui est vraiment curieuse. Oui, c'est la novlangue à l'état pur. Absolument. Mais se rend-il compte, s'est-il rendu compte que cette itinérance mémorielle a débuté par un contresens historique, puisque, on l'a vu, on le sait, il a célébré la défaite de Morhange, en passant sur Morhange. En choisissant ce lieu, il fait un contresens totalement historique. Par ailleurs, pour pousser, je dirais, l'ironie un peu plus loin, cette itinérance ne se décline-t-elle pas avec l'errance qui pourrait parfaitement définir... Oui, le jeu de mots s'impose, en effet, voilà, vous avez raison. Parfaitement définir nos élites qui sont hors sol et qui nous gouvernent depuis de nombreuses années d'ailleurs, maintenant. Général Martinez, Joachim Villegas souhaiterait vous poser une question. Oui, en fait, je voudrais apporter un complément d'information. Il faut se souvenir que le président Macron, à Alger, a déposé et allé sur le monument des martyrs, des soi-disant 1 million de martyrs du FLN. Donc, il a rendu hommage au FLN, qui était un mouvement terroriste qui a tué des Français et qui a tué des civils dans beaucoup de familles. Explique également sa fameuse déclaration selon laquelle la France a commis un crime contre l'humanité dans la colonisation. Et autre errance, on a eu Édouard Philippe qui a rendu hommage à Ho Chi Minh pour avoir eu un grand-père qui a fait l'Indochine, ça me fait mal, et tous les soldats français qui ont été dans des camps de concentration du Viet Minh. C'est indigne et ça montre l'inculture historique. D'ailleurs, ce sont des médiocres et ils le montrent jour après jour. Voilà. Est-ce que je ferme la parenthèse? Excusez-moi. Nous sommes d'accord. Alors, en fait, ce que veut le président, on le voit bien avec tous les mondialistes, il veut simplement la disparition de la nation française, la disparition des nations européennes. Et s'il est frappé, comme il le déclare, par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres, il démontre en fait, en s'attaquant violemment, il faut le reconnaître, aux peuples européens qui se réveillent face à la véritable menace, il démontre qu'il n'a pas fait le bon diagnostic sur les vrais dangers qui pèsent aujourd'hui sur l'Europe, et en particulier sur la France. Car sa comparaison entre les deux guerres est une absurdité. Pourquoi ? Eh bien parce que les nationalistes étaient alors expansionnistes et totalitaires, et ce qu'il qualifie aujourd'hui de nationalisme, de populisme ou de lèpre n'est en fait que l'expression de l'instinct de survie des peuples et la traduction de leur volonté de défendre leur identité et leur souveraineté. En général, malheureusement, il nous reste 1 minute. Alors, moi, je dirais que, pour conclure, puisque nous sommes toujours pressés... Malheureusement, oui. Dans les 3 propositions que nous faisions... Oui, allez-y, oui, c'est une proposition importante. La troisième, eh bien, peut être décidée par les Français, par les familles françaises elles-mêmes. Moi, j'invite les Français et toutes les familles françaises qui ont eu forcément dans leur famille un parent qui a participé à la Grande Guerre, eh bien c'est de participer en masse dans leur commune d'appartenance, et pour les Parisiens, d'y participer en masse le long des Champs-Élysées et vers l'Arc de Triomphe, au moment de la cérémonie devant les chefs d'État étrangers, mais une participation en portant le portrait de leurs ancêtres, leurs aînés qui ont donné pour certains leur vie et pour la France, et ce serait une marque forte de reconnaissance, je dirais, de la fierté du peuple français. Parfait, mon général. À propos de la création d'une armée européenne, malheureusement, bon, on n'a pas le temps d'épiloguer, mais je crains qu'il n'y ait la volonté du président Macron de déléguer à l'Allemagne le bouton nucléaire français. Malheureusement, ça serait peut-être ce qu'il entend par armée européenne. Oui, mais à mon avis, ça ne se fera pas. Dieu vous entende, Dieu vous entende.
Merci mon général. Pour ma part, je répondrai à votre appel. Je serai le 11 novembre prochain, donc dans 2 jours, sur les Champs-Élysées, avec le portrait de mon aïeul, Eugène Pagneux, qui est mort pour la France à Troyon. Il était caporal, au 230e régiment d'infanterie. Et donc, il est mort le 2 décembre 1916, donc je serai à vos côtés, mon général. Parfait. Merci pour tout ce que vous faites. Les Français seront présents massivement dans ces conditions. Je le souhaite avec vous. Merci pour tout ce que vous faites et donc à dans 4 semaines.